Arlette Odia, cadre du PPRD. Mes caméramans sont là, mais ils ne me signalent même pas que je suis déjà à l'antenne. Nous parlerons politique avec elle. Son parti politique a sorti un mémorandum la semaine dernière pour donner les raisons pour lesquelles il boycotte le dialogue proposé par le parti de Martin Fayulu. Pourquoi ? Et qu'en pense-t-il justement de ces conditions sine qua non proposées par Adolphe Muzito? Bonsoir maître, bienvenue à vous. Bonsoir, merci. Je dois d'abord préciser qu'il ne s'agit pas seulement de la position du parti politique. Le FCC, je devrais dire. De FCC, la famille politique et donc du président Joseph Kabila. Voilà, le FCC. Mais j'ai une question d'entrée de jeu, maître. Est-ce que c'est moins sûr aujourd'hui d'être opposant en RDC? Je l'ai toujours dit qu'à ce jour en RDC... Vous craignez pour votre vie chaque jour? Bon, déjà, il faut dire qu'il n'y a pas d'opposition. On est au sens strict du terme, au sens classique du terme. Nous sommes dans la résistance. Pourquoi pas opposition dans le sens strict du terme? C'est parce qu'en fait, la majorité, c'est-à-dire le président de la République, l'Union sacrée, n'ont pas donné lieu à des élections inclusive. Les dernières élections, vous savez très bien que l'opposition n'avait pas délégué les membres au sein de la centrale électorale. Par conséquent, elle est absente pratiquement dans toutes les assemblées délibérantes, à commencer par l'Assemblée nationale. J'ai appris qu'il doit y avoir environ 470 députés et tous sont membres de l'Union sacrée. Vous allez dans les assemblées provinciales, c'est pire. Donc à partir du moment où l'opposition est la vraie... Pour ceux qui ne sont toujours pas payés aussi. Voilà, et la vraie n'est pas au sein des assemblées délibérantes, on ne peut pas dire vraiment qu'il y a opposition. Mais non, la résistance, c'est beaucoup plus difficile que même l'opposition sans stricte. Parce qu'on subit chaque jour, n'est-ce pas? Dans l'opposition, mais vous faites la résistance. Il y a une nuance là à faire. Il y a une nuance, essentiellement s'agissant du combat que nous sommes en train de mener. Vous voyez? Et on devrait se considérer de l'opposition si on avait participé, n'est-ce pas, aux élections et de manière classique et ordinaire, que l'on n'ait pas gagné les élections. Là, on comprendrait ce qui n'a pas été le cas. Alors, je parlais de la sécurité après l'arrestation aujourd'hui des 7 Kikouni. Il y a de plus en plus d'arrestations comme ça des opposants ou ceux qui font la résistance, on va dire. Est-ce que vous craignez pour votre vie chaque jour quand vous vous réveillez, maître Odia? Il y a de quoi, mais que vous soyez peut-être aussi il y a de quoi craindre pour sa vie. Mais il y a, au-delà de tout, l'accompagnement du peuple congolais. Il y a la bénédiction du Créateur, notre Dieu. C'est ce qui fait que nous menons le combat en dépit de la dictature qui s'accentue au pays. Alors, dictature, ce sont le mot que vous avez dit à Jean-Pierre Lacroix, qui était ici en RDC. Il a circulé de l'ouest à l'est pour justement faire un état des lieux de la situation sécuritaire. Ces mémorandums dans lesquels vous dites qu'il y a des violations massives et répétées des droits humains en RDC. Est-ce que ces violations des droits humains sont sans précédent? À partir du moment où le président de la République avait décidé de rompre unilatéralement la coalition FCC-CAJ, nous étions à plus de 100% sûrs que c'était un président dictateur. Vous savez qu'un dirigeant dictateur, c'est d'abord celui qui utilise les instruments politiques, judiciaires, juridiques contre les adversaires politiques. Vous avez cité ceux qui sont arrêtés. Ils le sont tout simplement parce que ceux qui dirigent veulent enfermer leurs paroles. Et j'entends les gens dire que les politiques ou les opposants, ils exagèrent dans leurs propos et même pour ça, ils sont justiciables au même titre que d'autres citoyens. Ils doivent être arrêtés pour ça. Mais c'est pas vrai. Les gens doivent d'abord comprendre que la parole de l'acteur politique est protégée par la loi. La loi portant statut de l'opposition à l'article 15. Nul ne peut être arrêté, appréhendé, jugé pour ses prises de position politiques. Pour des faits d'opinion, oui. Surtout, justement pour des faits d'opinion. Même si les propos sont graves et gravissimes. Je suis de ceux qui prêchent toujours
aux acteurs de bien veiller sur ce qu'ils disent. Mais ce n'est pas pour autant que quand quelqu'un a déplacé son langage, qu'il doit être arrêté pour cela. Alors, quand parce vous dites que grave, tout simplement, c'est genre le principe est que quelqu'un qui la prêche parole la est haine tribale, protégée. par exemple, c'est grave ou c'est moins grave? C'est pas grave. Je pense que cela est grave. Oui. Qu'il y ait un acteur politique qui invite les citoyens à la révolution, qui invite les citoyens au coup d'État, à la désobéissance. Je pense que tout cela est condamnable. Oui. Mais de là à en faire des prisonniers de ceux qui sont leurs adversaires politiques, c'est une injustice dans la société. Et la loi interdit cela. Pourquoi? Parce qu'en fait, un acteur politique qui ne veille pas sur ce qu'il dit, il n'aura pas une carrière fleurissante. Donc, il sera sanctionné par ses propres propos. Et cette sanction, elle est beaucoup plus grave que celle imposée par la justice, manipulée par ceux qui dirigent. C'est ainsi que je pense qu'il y a lieu que l'on libère tous ces gens-là. Surtout qu'en ce moment, il y a encore un autre phénomène. C'est que les cachots, les prisons constituent des sites pour des viols massifs, perpétrés aussi bien sur les hommes que sur les femmes. Vous parlez des les violences dangers. sexuelles. Bon, le ministre de la Justice a instruit l'inspection ou les instances judiciaires pour que des enquêtes soient menées afin de corroborer les faits avancés par M. Jacques Ndala. Jusque-là, on en est encore à des suppositions, parce que c'est sa parole contre la parole de ceux de l'ANR. Je crois avoir lu ces communiqués, mais Oui. c'est un communiqué qui traduit tout simplement les refus de l'autorité politique à intensifier des enquêtes. Il ne faut pas dire aux Congolais que la preuve, elle n'est que matérielle. Il ne faut pas non plus dire aux Congolais que la preuve ne peut provenir que d'une victime. Ça, c'est en fait méconnaître le fait que le rôle principal de l'officier du ministère public est justement de rechercher ces infractions-là. Mais c'est la justice qui établit justement la culpabilité. Alors, Maître, vous avez aussi dit dans votre mémorandum, où on comprend davantage votre position par rapport au dialogue, vous dites que vous avez lancé des appels à dialoguer qui n'ont pas été respectés. C'est une forme de vengeance pour vous maintenant? Pas du tout. Oui. Le FCC, je veux bien dire, le président Joseph Kabila a dirigé ce pays pendant 18 ans. Il en a eu une expérience. C'est cette expérience qui lui permet à chaque fois de prendre des positions politiques adaptées aussi bien aux réalités de notre pays, mais surtout aux solutions que le peuple attend. Vous vous souvenez qu'en 2022, Oui. je pense, avant la tenue des élections, nous avions commencé à proposer que soit convoqué un cas de concertation. C'était justement pour permettre à la classe politique de partager des postes. Mais quels postes? Les postes au sein de la CENI, en vue de la tenue des bonnes élections. Mais à cette époque, est-ce que vous pouvez me dire que ce n'était pas opportun, ce n'était pas évident? Ça l'était. Ils ont refusé d'accorder ces cas de concertation. Ils ont amené le pays à ce qu'eux appellent élection. Mais où en sommes-nous? Le pays est malade. Vous avez dit qu'il y a une crise de légitimité. Il y a une crise Comment on le de constate? Comment on prouve légitimité. qu'il y a vraiment une crise? Après avoir obtenu 73%, À même pas partir une du année moment après, vous dites qu'il y a où- crise de légitimité. Où les dirigeants ne savent même pas apporter des solutions aux problèmes fondamentaux des citoyens. Il y a crise. À partir du moment où les dirigeants ne savent pas voyager sur l'étendue du territoire national, vous avez vu certains ministres aller dans le Nord Kivu, l'Ituri, faire des visites d'inspection, je pense, mais au lendemain de leur retour, les groupes armés ont encore repoussé l'armée régulière. Ils ont encore gagné du terrain. Ça veut dire que ce sont des dirigeants qui n'apportent pas des solutions aux problèmes fondamentaux de notre peuple. Ils ne sont en fait pas reconnus par notre peuple. Il n'y a pas les Congolais qui les accompagnent. Ils organisent des grandes manifestations. Vous ne verrez pas les Congolais les accompagner dans ces manifestations. Ça veut dire qu'il y a vraiment une crise de légitimité. Mais cette population Au ne sein de l'accompagne pas non l'Assemblée plus aussi nationale, je venais de l'opposition, le dire, il n'y a pas une représentation De l'opposition. de l'opposition. Il y a crise de légitimité. La RDC, c'est déjà un pays qui s'était engagé sur la voie de la démocratie. Comment comprendre que dans une démocratie, qu'il y ait des assemblées délibérantes sans une représentativité de l'opposition politique? C'est ce qui explique effectivement la crise de légitimité.
c'est pas peut-être aussi ces oppositions, ces opposants qui facilement changent de casaque et des casquettes, passent du pouvoir, plutôt de l'opposition au pouvoir facilement. Alors, il y a des Congolais qui nous suivent. Martin Fayulu veut que l'on dialogue pour d'abord bouter dehors l'ennemi, l'agresseur. Je peux citer le Rwanda, Paul Kagame notamment, pour la réconciliation en interne entre les Congolais, parce que d'après lui, il y a comme péril en la demeure, en ce sens que les tribus se regardent en chien de faïence maintenant, et aussi pour résoudre la crise économique. Alors vous refusez cela, pourquoi? D'abord, s'agissant du dialogue. Le dialogue politique, c'est un échange entre acteurs politiques en vue de résoudre ou résorber une crise. Il aboutit toujours à un accord politique. Alors, on ne peut dialoguer que lorsque l'ensemble de la classe politique est mis sur la même longueur d'onde. Et la longueur d'onde est la même en ce moment, devait être l'acceptation de la crise. Ceux qui dirigent le pays, l'Union sacrée, elle ne reconnaît pas qu'il y a crise. Pour elle, elle est allée aux élections, elle a remporté ces élections, elle est en train de fonctionner dans le sens de répondre aux besoins des Congolais. Pour l'Union sacrée, puisqu'il n'y a pas de crise, comment un membre de l'opposition va proposer le dialogue? Ok. Et là-bas à New York, Tshisekedi a parlé comme s'il n'y avait pas de crise alors? Il a parlé en tout cas, comme si de rien n'était dans son pays. Bon, il y a toujours un écart entre ce qu'il dit et ce qui est vraiment vécu par les Congolais et ce qu'ils disent en tant que déclaration politique. Lorsque vous entendez les gens de l'Union sacrée vous parler, vous avez tout simplement l'impression que le Congo c'est le paradis, que tout va bien et ce qui ne va pas encore bien ira bien dans un futur très proche. Et dans ces conditions-là, quand un membre de l'opposition, il s'est dit d'être de l'opposition, vous parle de dialogue, ça veut dire qu'il est essoufflé, ça veut dire ou bien il est mandaté par ceux du pouvoir qui ne reconnaissent pas officiellement la crise, mais qui veulent utiliser certains de l'opposition pour cette besogne-là. On vous parle de dialogue pour bouter l'ennemi dehors. Le secrétaire permanent du PPRD, parlant au nom du FCC, a dit que nous sommes une opposition non armée. Comment notre supposé dialogue fait à Kinshasa, à Lubumbashi ou je ne sais où. Un processus de Kinshasa aussi, il a dit, vous étiez là quand il a parlé à Jean-Pierre Lacroix, un processus de Kinshasa. L'une des villes non occupées par les groupes armés. On va là, on s'est mis à dialoguer. On aboutit sur un accord politique. On se partage les postes. Parce qu'il faut le dire, un dialogue politique aboutit toujours au partage des postes. Pourquoi? Parce qu'à l'issue de ces dialogues, il y aura un accord politique et il faudrait que tous ceux qui ont participé à l'aboutissement, à l'établissement de ces dialogues politiques, soient responsabilisés. Mais ce n'est pas vraiment la priorité de Martin Fayulu. Mais ce n'est pas vrai. C'est ainsi que moi je dis, c'est une prise de position politiquement malhonnête. Ça, c'est ce que je pense. Okay. J'ai suivi, justement, parce que les Congolais l'ont attaqué, lui et sa famille politique, pour dire, mais comment vous parlez déjà de dialogue, donc vous voulez partager des postes? Je les ai entendus dire que non, c'est un dialogue qui ne va pas aboutir au partage des postes. Déjà, cela est politiquement malhonnête. Parce que sinon, ce dialogue ne servirait à rien. Quand nous avions demandé un dialogue, il n'y a personne qui est prête à faire un dialogue pour ne pas avoir quelque chose après. Mais quelle assurance vous aurez que les autres vont appliquer ce qui aura été convenu? C'est ça. Face aux évidences, on s'incline, on ne discute pas. Et c'est pour vous dire que, puisque il y a des villes occupées par des groupes armés, le dialogue entre membres de l'opposition non armée ne peut pas résoudre ce problème. C'est ainsi que vous nous voyez exiger que M. Félix Tshisekedi Tshilombo se batte pour d'abord ramener l'intégrité territoriale qui est entamée. Il a pris le pouvoir. Le pays était entièrement sous les contrôles du gouvernement central. Mais à travers le dialogue aussi, si tous les fils et filles se réunissent, on peut faire quelque chose. Mais avec les groupes armés ou sans eux? Si c'est sans les groupes armés, comment on va les faire partir de là? Avec nous comme étant opposition non armée, est-ce que cela est possible? Cela n'est pas possible. C'est ainsi que nous avons conclu, en vous disant, cela m'engage,
qu'en fait, tous ceux-là qui se disent être de l'opposition ne le sont pas. En ce moment, les seuls à être des résistants et des vrais, c'est le FCC, la famille politique de Joseph Kabila. Après la rupture de la coalition FCC-CAJ, il n'y a pas eu de contact politique entre nous et la majorité Union Sacrée. Mais il n'y en a pas eu. Non plus qu'il y a eu contact politique entre Martin Fayulu et Félix Tshisekedi. On sait le dire. On sait le constater peut-être, ou supposer comme vous faites. Faire la politique, c'est être capable de percer les murs des apparences. Nous perçons ces murs des apparences et nous voyons comment ceux qui se disent de l'opposition soutenir aujourd'hui les positions totalement favorables que à ceux de la majorité, même pas à eux-mêmes, surtout pas au peuple congolais. Alors, peut-être pour terminer, il y a Adolphe Muzito qui s'invite aussi au débat. Il vient comme mystifier le dialogue avec des termes trop techniques, beaucoup de conditions, mais il dit qu'il faut qu'on change la Constitution. Vous, en tant que juriste et membre du FCC, comment avez-vous accueilli sa contribution? Il n'y a pas que M. Martin Fayulu qui aujourd'hui veut se repositionner. Justement, il n'y a pas que lui qui est membre de l'Union Sacrée. Il y a aussi M. Adolphe Muzito. Pourquoi? Quand vous lisez la Constitution, notamment lui demande l'écriture de la nouvelle Constitution, donc le dialogue en vue de l'écriture de la nouvelle Constitution. Quand vous lisez la Constitution qui est en place, on vous dit que l'initiative de la révision constitutionnelle, elle peut être du président de la République, de l'une des chambres du Parlement, le gouvernement ou une fraction du peuple congolais, 100 000. Mais d'où vient que ce soit un membre de l'opposition qui propose la révision ou même le changement de la Constitution? La Constitution, c'est un instrument politique. C'est une loi qui renforce essentiellement les pouvoirs de ceux qui dirigent. Mais quand vous voyez un membre de l'opposition politique, encore qu'au sein de l'Assemblée nationale, je ne sais pas combien de députés il a, il n'en a pas plus de 5. Qu'est-ce qui lui rassure que ces prises de position seront prises en compte? Et puis cette Assemblée nationale-là, nous, on ne la reconnaît pas. C'est une Assemblée nationale des institutions qui sont issues des élections fortement critiquées, des élections qui n'ont pas été inclusives. Merci beaucoup, maître. Oui, mais en tout cas, le temps nous fait défaut. Peut-être qu'en le rejoignant, vous allez plus donner du poids à leur position, vous en tant que résistant ou résistante. Mais c'est justement ce que nous faisons. Ils ne nous écoutent pas. Le tout dernier élément, c'est que est-ce que les élections de 2023 se sont tenues sur l'ensemble du territoire national? Non. Merci. Le président de la CENI vous dit même que dans quelques jours, ils vont le tenir. Pensez-vous qu'un dialogue qui se tient dans les circonstances telles que les élections, les dernières, n'ont pas été organisées sur l'ensemble du territoire national, peuvent déboucher à une cohésion nationale? Eh bien, nous disons non, c'est ainsi que vous nous voyez. Il faut retourner encore à l'élection. Sur notre position et rappeler au président de la République que c'est une situation qu'on pouvait éviter si il n'avait pas tenu à ces élections truquées. Merci beaucoup, maître Arlette Odia. On vous sent intransigeant, pourtant nous sommes en politique. Rien n'est définitif, rien n'est déterminé. Il faut un peu s'adapter à la réalité, maître. Bon, on en parlera plus tard. Dites-le plus à ceux qui dirigent. Merci. Parce que ce sont eux qui amènent le pays vers la ruine. Alors, on va philosopher rapidement avec Olivier Sambal pour parler de la bonne gouvernance, la philosophie politique et comment arriver au développement en RDC. C'est une grande conférence qu'il prépare avec son ASBL pour la semaine prochaine. Je vous invite déjà.